Salut les gars, dans cette vidéo je vous donne mon pronostic, ma vision de ce Lamine Yamal versus Kylian Mbappé, de ce match au sommet, cette demi-finale entre la France et l'Espagne. Et oui, on est déjà dans le dernier carré de cette Coupe du Monde 2026, c'est passé tellement vite et mardi 14 juillet à 21h à Dallas, on aura l'identité du premier finaliste, mais même pour le perdant, il y aura une rencontre supplémentaire, ce match pour la 3e place. Donc ça veut dire que ce France-Espagne pour Didier Deschamps et pour quelques joueurs, ce sera pas le dernier match entraîné par des de l'équipe de France. Quoi qu'il arrive, on aura 2 rencontres à se mettre sous la dent. D'ailleurs, vous avez le bracket sous les yeux juste ici, avec un petit peu comme attendu Français et Espagnols qui se retrouvent en demi-finale. Je pense qu'on faisait tous nos petits brackets prévisionnels avant le tournoi, et c'était pour la grande majorité d'entre nous la rencontre qu'on voyait à ce stade de la compétition. Et de l'autre côté, on aura ce soir un petit Norvège-Angleterre qui va être assez sympa, succulent à suivre, et puis le Suisse-Argentine. Si la logique est respectée, on devrait retrouver un dernier carré avec, en plus de la France, de l'Espagne, j'imagine l'Angleterre et l'Argentine de l'autre côté. Bref, voilà, on va se lancer dans ce pronostic. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si tu veux me soutenir. Et déjà, pour commencer par les enjeux de cette rencontre, en plus de se qualifier en finale, ça serait pour les Espagnols quelque chose d'un petit peu inédit. Hormis 2010, cette nation n'a jamais disputé de finale de Coupe du Monde. La seule fois où ils y sont allés, ils l'ont remporté avec ce but d'Iniesta en prolongation. Mais à part ça, c'est vrai que c'est un pays qui n'a pas connu beaucoup de gloire en Coupe du Monde dans son histoire, donc ce serait un gros événement pour eux. Également dans le prolongement après 2008, 2010, 2012 où ils ont fait 2 euros une Coupe du Monde, ce serait peut-être avec ce titre en 2024 à l'Euro et peut-être cette victoire en Coupe du Monde 2026 le début d'une nouvelle dynastie. La possibilité pour l'Espagne de Lamine Yamal de faire la même chose que ses aînés il y a 15-20 ans de ça. Bon, et du coup il y a des enjeux évidemment aussi côté français. Déjà, ce serait rallier la finale de Coupe du Monde pour la 3e fois d'affilée, quelque chose qui dans l'histoire du ballon rond n'a été fait qu'à 2 reprises, en tout cas par 2 nations, c'est-à-dire le Brésil et l'Allemagne. Et en fait, au-delà des 3 finales, il y a quand même une forme de domination dans l'ère moderne du football de la part de l'équipe de France. Moi personnellement, je suis né en 98 et depuis cette Coupe du Monde là qui avait été remportée par la France de Zizou, il y a eu 8 nouvelles Coupes du Monde entre 98 et 2026. Et parmi ces 8 éditions, si la France gagne contre l'Espagne, ça ferait 5 finales sur 8 CDM possibles. Ça marquerait donc une forme de domination historique sur les années récentes et ce serait assez fou. Et pour terminer, évidemment, Didier Deschamps, en cas de succès, en cas de nouvelle finale, il serait incontestablement peut-être le plus grand sélectionneur de l'histoire du football, en tout cas le plus grand sélectionneur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais pour que tout ça se réalise, il faut évidemment gagner déjà contre l'Espagne. Et pour terminer sur les enjeux, on va parler d'enjeux individuels et parler du Ballon d'Or. Et oui les gars, dans ce match au sommet où plein de stars vont s'entrechoquer, plein de constellations vont éblouir nos yeux, il y a quand même 4 individus qui sont toujours vraisemblablement dans la course au BO. C'est Mbappé, Lamine Yamal côté espagnol et puis Ousmane Dembélé et Michael Olise. Je pense qu'en plus du résultat de cette demi, il faut aller au bout pour l'équipe gagnante, mais aussi il faut que individuellement l'un de ces joueurs se distingue plus que les autres. Alors oui, Ousmane Dembélé et Olise peuvent jouir d'une très très bonne campagne de Ligue des Champions, et notamment Ousmane qui est allé jusqu'au bout en marquant en finale contre Arsenal. Mais c'est vrai que sur le plan individuel, Mbappé est impressionnant en cette Coupe du Monde et on sait à quel point le mondial pèse dans les esprits pour décerner cette distinction individuelle. Et pareil pour Yamal, s'il met par exemple un doublé contre la France, il pourrait se replacer dans les favoris du Ballon d'Or. Bref les amis, vous l'avez compris, c'est un match énorme, un match immense, tant en termes d'enjeux, d'individualité et aussi même de niveau collectif. On va peut-être assister à l'une des rencontres les plus historiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Et maintenant, pour enchaîner sur mon pronostic, on va faire un petit état des lieux des deux équipes, un petit état de forme en commençant par l'Espagne. Une nation qui, comme on l'a dit, a remporté le dernier Euro et qui avait démarré sa campagne du mondial avec une défense de fer, aucun but concédé sur les 5 premières rencontres. Malheureusement pour eux, cette belle série s'est arrêtée avec la tête de De Ketelaere face à la Belgique, mais ça a été une nouvelle fois une victoire 2-1 dans un match où l'Espagne a encore une fois eu le contrôle à la fois du ballon, mais a surtout dominé dans les occasions. On voit ici quasiment 2 XG pour les Espagnols avec 0,34 pour la Belgique. Un match qui a été dominé de la tête et des épaules par l'Espagne. Un petit peu la même chose en quart de finale, en 8e de finale face au Portugal, 17 tirs à 5. Mais en fait, malgré d'avoir la main mise sur les matchs, ça fait 2 fois consécutivement qu'ils s'en
sans remettre un super sub à Mikel Merino qui rentre et qui fait la différence en toute fin de match. C'est fou à quel point ce mec est fort en sortie de banc. Déjà à Arsenal, quand il avait été placé faux neuf pour pallier aux absences de Havertz, de Jesus ou à la méforme de Gyökeres, il a souvent eu ce sens du but très développé, mais ça en dit beaucoup aussi sur l'inefficacité du secteur offensif espagnol. Franchement les gars, oui, en termes de production collective, de contrôle des matchs, de capacité justement à avoir cette possession défensive qui te permet de pas être trop en danger, on a quand même, faut l'avouer, des individualités sur le secteur offensif qui sont très décevantes. Oyarzabal en neuf est assez invisible, que ce soit face au Portugal et la Belgique, ça n'a pas été terrible. Lamine Yamal pareil, qui était blessé en début de compétition, on sait qu'il est pas à 100%, mais le mec pour le moment fait pas beaucoup de différence. En plus, je sens qu'il a un petit peu une forme de désir de vouloir être le sauveur, la personne qui fait des différences, et donc à chaque fois qu'il touche le ballon, il va essayer de faire la frappe enroulée de 25 mètres, il va essayer de faire la passe cachée, quasiment impossible pour prouver sa valeur, prouver qu'il a un grand joueur, et ça vient un petit peu parasiter la fluidité justement de l'Espagne et leur capacité à être vraiment tranchant, se créer des occasions franches. Par contre, c'est vrai qu'en termes de fluidité, que ce soit Olmo ou Baena, c'est des joueurs très techniques. En plus, Olmo entre les lignes, je trouve qu'il est super disponible, super intelligent dans sa capacité à attaquer l'espace libre et à désarçonner les défenses adverses. En revanche, comme on l'a dit, ça manque cruellement d'efficacité. Par exemple, contre la Belgique, qui ont été les buteurs, ça a été Fabian Ruiz et l'entrant Mikel Merino. Et vous avez d'ailleurs le 11 qui a démarré face aux Belges, avec pour moi une équipe qui va pas trop changer face à la France. Je pense que Unai Simon sera le gardien. En défense, on va repartir avec Pedro Porro, Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella à gauche, ça c'est certain. En milieu de terrain, on devrait retrouver Rodri et Daniel Olmo. Et ensuite, l'interrogation, ça va être: est-ce que Fabian Ruiz, avec son but et sa bonne performance contre la Belgique, a confirmé qu'il a volé la place d'un Pedri qui est pas super en forme? Et puis sur le secteur offensif, on devrait retrouver Yamal, Baena sur les ailes. Maintenant, est-ce que Oyarzabal va démarrer ou est-ce que Luis de la Fuente va mettre directement Merino dans ce rôle de faux numéro 9 parce que l'attaquant de la Real Sociedad est pas giga en forme dans les grosses rencontres, assez invisible comme on l'a dit contre le Portugal et la Belgique. Mais bon, si je devais parier, je pense que ça va repartir avec le même 11. En termes de force, évidemment, c'est la capacité à cette équipe de tenir le ballon, de contrôler le tempo des matchs et un petit peu de t'endormir, de te priver d'occasion. Après, c'est vrai qu'on n'est plus sur l'Espagne 2024 qui semblait quasiment injouable et qui, en plus de ce contrôle des rencontres, avait une efficacité offensive à toute épreuve avec Yamal et Williams sur les ailes qui étaient des vrais poisons. Et donc, je vois quand même une équipe qui a quelques faiblesses, notamment contre la Belgique, on les a vus pas mal concéder de situations sur des contre-attaques, notamment Jérémy Doku qui a fait énormément souffrir Pedro Porro, le latéral droit espagnol, surtout qu'on n'a pas un Yamal qui fait tout le temps les replis défensifs, donc le latéral de Tottenham se retrouve souvent à 1 contre 1. Et on a aussi vu une défense centrale Cubarsí, Laporte qui n'était pas giga rassurante, donc je pense que la France aura des situations en contre et que cette équipe est pas 100% hermétique, surtout que Unai Simon n'est pas le meilleur gardien de la planète. Et donc il est temps d'enchaîner sur nos bleus, sur cette équipe de France. Est-ce qu'elle est en capacité de faire déjouer justement ce bloc collectif espagnol? Et en fait, si on se base sur les derniers matchs et surtout ce quart de finale contre le Maroc, je pense qu'on peut être confiant parce que à l'image de l'Espagne, on avait des Marocains qui jusqu'à présent avaient montré que dans le jeu, que ce soit face au Brésil, face aux Pays-Bas qui sont quand même des clients, c'était une équipe qui arrivait à tenir le ballon, à endormir justement le tempo des rencontres et à nullifier les attaques adverses. Le Brésil et les Pays-Bas s'étaient pas créé des masses d'occasions face à ce Maroc. Et franchement, quand tu vois la production offensive de la France face aux Marocains, c'était terrifiant, quasiment 4 XG, 22 tirs pour 8 cadrés pour nos Français face à 5 tirs encadrés pour le Maroc. Ça a été, soyons honnêtes, un match à sens unique et peut-être le match le plus dominé de l'histoire de la France à la Coupe du Monde. C'était exceptionnel, surtout que dans le scénario du match, t'aurais pu te rendre la vie difficile, le match compliqué avec un Mbappé qui rate le penalty qui aurait pu permettre d'ouvrir le score et qui mentalement aurait pu affecter l'équipe, aurait pu instaurer le doute dans la tête des Français. Mais visiblement cette équipe ne connaît pas la définition de douter, ne connaît pas la définition de ne pas avoir confiance en soi. On a un Mbappé d'ailleurs qui fait une compétition de malade mental. Il est pour le moment en 6 rencontres à 8 buts et 3 passes décisives, c'est du délire. Et en plus de ça, c'est à chaque fois ou presque des buts qui comptent parce que dans les 6 matchs gagnés par les Français, 5 fois c'est Kylian Mbappé qui a ouvert le score, donc le premier but du match, et c'est peut-être le but le plus important dans une rencontre de football. Et en plus, au-delà de ce côté clutch, ce côté déverrouiller les matchs, il a en plus fait un effort sur sa production défensive, sa capacité à presser. Si vous avez regardé un petit peu le Real Madrid et que vous avez suivi les matchs de la Coupe du Monde, vous voyez que c'est pas le même Mbappé. On a un capitaine qui fait désormais les efforts et qui permet justement à la France d'aligner ses 4 attaquants et d'avoir un pressing haut et de récupérer pas mal de ballons dans le dernier
tiers adverse. Et d'ailleurs, vous avez ici quelques petites stats que je suis allé chercher sur FootMob. Et en termes de possession remportée dans le dernier tiers, Mbappé a en moyenne 0,69 récupérations par match. Et vous voyez avec ce petit trait en vert qui fait partie des meilleurs attaquants de la Coupe du Monde dans ce registre. Bref, vous l'avez compris, tout est au beau fixe ou presque pour nos bleus, et en plus dans ce match face au Maroc, effectivement il y a eu 4 XG qui ont été produits, mais surtout uniquement 0,14 XG concédés. Et ça les gars, on le doit à une défense de fer et surtout une charnière centrale Saliba ou Upamecano qui est exceptionnelle, parce que oui, comme on l'a évoqué, le pressing offensif te permet d'assurer ce 4-2-3-1, cette attaque avec justement 4 joueurs à vocation très offensive, mais cet équilibre est aussi trouvé par la capacité de ces deux mecs à être monstrueux dans leur lecture des contre-attaques et leur capacité à annihiler tout simplement toute possibilité à l'équipe adverse que d'amorcer justement un contre. Et donc les amis, en plus de ces 4 fantastiques où on pourrait peut-être intervertir Barcola et Doué dépendamment des matchs, on a aussi une défense super solide. Bon, et alors dernier aspect qu'on a évoqué qui va être super important dans le match contre l'Espagne, c'est le milieu de terrain, parce qu'en face de toi tu auras soit un Rodri Pedri ou sinon plus certainement un Rodri Fabian Ruiz. C'est peut-être le domaine du jeu où l'Espagne a le plus de force. Et franchement les gars, alors qu'on avait pas mal de doutes avant le début de la compétition, les profils de Koné, de Tchouaméni, de Rabiot figurent pas parmi les meilleurs milieux de la planète. Surtout si tu compares à ce qui se passe en club, où on parle plus de Kimmich, où on parle plus de Vitinha, João Neves, etc. Là ils sont en train de nous faire mentir, et surtout ce double pivot Manu Koné Rabiot a été exceptionnel face au Maroc, et surtout Manu Koné qui a été peut-être pour moi l'homme du match face aux Marocains, qui a été à la fois exceptionnel dans sa capacité à presser, récupérer des ballons, mais aussi sa capacité à remonter les balles, à fluidifier justement la relation entre la défense et l'attaque et permettre aussi de vite remonter les ballons et créer des différences via la passe. En revanche, il y a l'équipe qui nous donne cette information: si Tchouaméni est à 100% mardi pour le match contre l'Espagne, ça devrait être lui le titulaire à la place de Manu Koné. C'est une info qui me plaît pas des masses. Moi déjà, si Tchouaméni est à 100%, je mettrais limite un double pivot Koné-Tchouaméni, mais franchement en l'état, avec aussi ce qu'ils nous ont prouvé et montré face au Maroc, est-ce que ce serait pas mieux de faire tout simplement confiance en Manu Koné et Rabiot? Bref, dans tous les cas, ce sera à Dédé de trancher, je pense qu'il connaît mieux le football que moi, en tout cas pour le 11 qui devrait démarrer face à l'Espagne. Concernant le secteur défensif, on n'a pas de doute sur les titulaires, ce sera Maignan, Upamecano, Koundé, Saliba, Lucas Digne. Ensuite, je pense que Rabiot sera titulaire, ainsi que Olysée, Dembélé, Mbappé. Maintenant, il y a 2 interrogations. La première, c'est soit Manu Koné, soit Tchouaméni en fonction de l'état de forme du milieu de terrain du Real Madrid. Et après, pareil, est-ce que Désiré Doué sera titulaire ou est-ce que Barcola, dans un match où tu auras sûrement un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de situation de contre à exploiter, ça pourrait être un profil plus pertinent que Désiré Doué, même si, comme on sait que Lamine Yamal est peut-être l'élément offensif espagnol le plus dangereux, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir un Doué qui justement est peut-être l'élément le plus défensif de tes 4 attaquants, qui permettrait justement de faire les replis et de sécuriser un petit peu cet axe gauche défensif français? Bref, voilà, on a passé en revue les 2 effectifs et les états de forme. Vous l'avez compris, c'est un choc au sommet. On a quand même 2 équipes qui arrivent avec des certitudes collectives et qui sont remplies d'individualités magnifiques. Maintenant, pour basculer sur mon pronostic, si on se base sur les derniers affrontements entre la France et l'Espagne, on peut dire qu'il y a un gros avantage pour nos voisins espagnols. Le dernier en date, c'était ce 5-4 en Ligue des Nations où, rappelez-vous, la France avait été vraiment en grande difficulté défensivement. L'Espagne avait mené 5-1 dans ce match. Et s'il n'y avait pas eu l'entrée magnifique de Cherki, ça aurait été une débâcle totale. Il y a aussi eu les Jeux Olympiques, la finale perdue 5-3. Bon, effectivement, c'était pas les mêmes équipes, mais ça compte peut-être. Il y avait des gars comme Olysée, comme Koné, comme Gusto qui étaient là dans ce match. Et ensuite, si tu remontes à la demi-finale de l'Euro, là pareil, ça a été une victoire 2-1 des Espagnols et il n'y avait pas eu photo collectivement lors de cette rencontre. Alors on pourrait se poser la question d'un petit avantage mental pour l'Espagne. Ensuite, si on se penche sur la qualité des secteurs offensifs et des secteurs défensifs lors de cette Coupe du Monde, on peut dire que là en revanche, il y a un petit avantage pour la France. Je vous ai mis ici en abscisse le nombre de buts concédés par match pour vous montrer que la France et l'Espagne sont peut-être les 2 meilleures défenses de cette Coupe du Monde. En revanche, en termes de buts marqués par match, de production, de qualité de ton secteur offensif, la France est tout là-haut avec des équipes comme l'Allemagne et l'Argentine. Bon, et du coup, dernier petit truc avant de vous délivrer mon pronostic, je pense qu'il y aura certains duels, certains face-à-face qui vont conditionner tout simplement le résultat de ce match. Et à mon avis, les plus importants seront ceux-ci, avec déjà le duel au milieu de terrain. Est-ce que Tchouaméni Rabiot, dans la qualité technique et la capacité à tenir le ballon, effectuer un pressing efficace, ça pourra surpasser Fabian Ruiz, Rodri? On sait que si c'est pas le cas, tu mets l'Espagne dans un confort qui leur permet d'avoir une possession justement qui stérilise l'adversaire et qui les met
dans un modèle de jeu qu'il maîtrise à la perfection. Ensuite, on aura un duel sur le côté droit espagnol avec un Pedro Porro qui s'est retrouvé pas mal de fois en difficulté face à la Belgique, à être souvent en 1 contre 2 parce que Yamal fait pas tout le temps les efforts défensifs. Et donc, ça va être important que directement soit Désiré Doué, soit Barcola mettent une énorme pression sur le latéral espagnol. Peut-être que c'est le côté le plus friable de la défense de notre adversaire. Et le dernier duel, peut-être celui qui me terrifie le plus, c'est Lamine Yamal face à Lucas Digne. Et franchement, oui, Yamal n'est pas à 100%, c'est pas le meilleur Yamal qu'on a vu de sa carrière, mais Lucas Digne défensivement me fait pas mal flipper. Déjà dans les matchs de préparation face à la Côte d'Ivoire, il était en grande difficulté. Le premier but encaissé et marqué par les Ivoiriens, c'est lui qui fait une sortie un petit peu aléatoire et qui offre l'espace, je crois, à Guéladoué qui avait eu un face-à-face face à Maignan et qui avait ouvert le score. Et ensuite le deuxième but, c'est lui aussi Lucas Digne qui ne vient pas serrer sur un Nicolas Pepe qui a tout l'espace justement de délivrer un bon ballon à Guéladoué qui avait pris cet espace. Et ensuite il y avait eu un centre en retrait pour Amad Diallo qui avait mis le but, mais l'entrée de Pepe avait fait énormément de mal à Lucas Digne. Et en fait je pense que dans cette Coupe du Monde, pour le moment, on a eu la chance de pas avoir eu d'attaquant droit trop virevoltant qui a mis en difficulté justement le latéral français. La seule fois où il y a eu ce profil d'attaquant très virevoltant et même gaucher comme Lamine Yamal, c'était contre la Suède. Et si vous vous rappelez du match, eh bien Lucas Digne avait été en grande difficulté face à Elanga, il avait même provoqué un penalty mais qui avait été annulé pour hors-jeu. Et donc moi ça me terrifie pas mal, imaginons que Lucas Digne prenne rapidement un jaune et qu'il perde son défi face à Yamal. J'ai très peur qu'il y ait beaucoup de situations et même des buts qui arrivent via ce côté droit espagnol. Il va falloir à mon avis que à la fois Rabiot et soit Doué soit Barcola aident beaucoup Lucas Digne, sinon on va être en grande difficulté. Dans tous les cas, avant de passer à mon pronostic, si ce match est effectivement tendu, si ce match est serré, ce sont peut-être les bancs qui feront la différence. Et là dans les deux cas, il y a beaucoup de qualité et même les Espagnols seraient peut-être un poil au-dessus de la France avec des profils comme Ferran Torres, comme Nico Williams qui peuvent rentrer et bien animer les côtés. T'as aussi Merino qui est peut-être le super sub le plus important de cette Coupe du Monde. Et également si t'as envie de tenir le ballon et reprendre du contrôle sur la rencontre, t'as les profils de Gavi et de Pedri qui sont super intéressants. Bon, et du coup côté français on est bien aussi avec peut-être Doué ou Barcola en fonction de qui est titulaire. T'as Cherki, Mateta, Kliouche, Zahir Emery. Je pense que les entrants auront un rôle important, que ce soit côté espagnol ou côté français. Et du coup on va passer maintenant à mon pronostic. Perso je pense que ça va être un match assez tactique où les deux équipes vont être assez prudentes car craintives de leur adversaire. J'imagine un petit round d'observation sur les 20-30 premières minutes où il n'y a pas énormément d'occasions, où peut-être l'Espagne tient énormément le ballon mais se découvre pas non plus pour contenir les assauts possibles de la France en contre-attaque. Et donc dans cette logique je vois un match qui va se neutraliser, peut-être à un partout, qui va aller en prolongation, et je vois un 2-1 soit côté français soit côté espagnol. En fait pour moi tout dépendra d'un duel entre certaines individualités et surtout un duel dans l'efficacité de celle-ci. Je sais que Mbappé est en grande forme, mais que ce soit lui, que ce soit Olysée ou même Ousmane Dembélé, on a quand même des joueurs qui mettent du temps à rentrer dans leur match. C'est un petit peu des diesels. On sait que la France ouvre le score souvent en début de seconde période et manque un petit peu de qualité technique et d'efficacité dans le début des rencontres. Idem pour les Espagnols d'ailleurs, qui prennent le temps de mettre leurs pattes sur le match, de vraiment contrôler la possession, et une fois que le bloc adverse est fatigué, c'est là que tu vois les Espagnols vraiment se procurer plus d'occasions et mettre les premiers buts. Donc dans ce duel d'individualité et de match serré, est-ce que je vois 2-1 pour la France ou 2-1 pour l'Espagne? Je vais être chauvin et mon pronostic final sera 1-2-1 pour l'équipe de France, et ce pour deux raisons principales. Déjà je pense que les individualités offensives espagnoles sont moins en forme, moins en confiance que les françaises, notamment Yamal qui fait pas le meilleur tournoi et les meilleures semaines de sa carrière, alors qu'à l'inverse on a Mbappé, Olysée, Barcola, Doué et même Ousmane Dembélé qui sont très en confiance, très en forme. Et aussi le deuxième aspect qui me fait pencher côté bleu, c'est les deux charnières centrales avec Upamecano, Saliba, qui sont pour moi bien meilleurs que la charnière espagnole composée de Cubarsí et d'Aymeric Laporte. Bref voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce pronostic, n'hésitez pas aussi à liker et vous abonner avant de partir. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne demi-finale. C'était Capia, gros bisous.